Dans la cité d'Ethel, nichée entre les montagnes d'Azur et les plaines fertiles du royaume d'Eldoria, vivait une jeune femme nommée Elara. Elle n'était pas issue de la noblesse, ni même de la bourgeoisie marchande, mais de l'humble lignée des tisserands. Pourtant, la nature l'avait dotée d'une grâce si singulière qu'elle transcendait sa condition modeste. Ses cheveux, de la couleur de l'ambre au crépuscule, encadraient un visage aux traits d'une pureté presque irréelle, et ses yeux, d'un vert profond, semblaient contenir l'éclat des étoiles lointaines. Cette beauté, loin d'être une bénédiction, était devenue un fardeau, une source d'isolement. Les habitants d'Ethel l'avaient surnommée « l'Étoile », un titre qui la désignait et la séparait à la fois. Elle portait ses robes simples avec une dignité silencieuse, mais son cœur était souvent lourd du poids des regards, des murmures, et plus douloureux encore, de la solitude. L'ombre la plus persistante sur la vie d'Elara prenait la forme de 3 figures féminines, issues de familles influentes de la cité, dont l'existence était entièrement dédiée à l'artifice et à la compétition sociale. Il y avait Lysandra, la plus fine et la plus venimeuse, dont l'esprit était un labyrinthe de calculs sociaux. Elle était la chef officieuse du trio, animée par un orgueil blessé par l'existence même d'une beauté naturelle qu'elle ne pouvait égaler avec toutes ses richesses. Puis venait Serafina, obsédée par son statut et les parures. Sa vanité était telle qu'elle considérait la simple présence d'Elara comme une insulte à l'ordre établi. Enfin, il y avait Thalia, dont la jalousie se manifestait par une brutalité et une froideur sans fard, l'exécutante des basses œuvres du groupe. Initialement, leur hostilité se manifestait par des moqueries subtiles, des rires étouffés qui se brisaient sur le passage d'Elara comme des tessons de verre. « Regardez l'étoile » chuchotait Lysandra. « Elle brille si fort qu'elle en oublie de se vêtir décemment. » Ces railleries, répétées inlassablement, avaient réussi à tisser autour d'Elara une toile d'isolement. Les autres jeunes filles, craignant de s'attirer les foudres du trio, s'écartaient d'elle. Elara, dont la bonté et la douceur n'étaient pas des armes contre une telle cruauté, se réfugiait dans le silence et la tristesse. La tension atteignit son point de rupture avec l'annonce qui secoua tout le royaume d'Eldoria. Le roi Théron, dans sa grande sagesse, avait décrété l'organisation du bal du Saphir Royal, un événement grandiose au palais de la capitale. L'enjeu était immense. Le prince Valrius, héritier du trône, y choisirait son épouse. L'annonce fit l'effet d'une déflagration dans la haute société d'Ethel. Pour Lysandra, Serafina et Thalia, c'était l'opportunité d'une vie, la consécration de tous leurs efforts. Mais c'était aussi la perspective terrifiante de voir Elara, l'humble tisserande, éclipser toutes les autres par sa seule présence. Lysandra, le visage durci par une détermination glaciale, réunit ses complices dans le secret d'un salon drapé de velours. « Nous ne pouvons pas laisser l'étoile se présenter au bal », déclara-t-elle, sa voix basse et tranchante. « Sa beauté est une menace que nous ne pouvons ignorer. Le prince Valrius cherche l'authenticité, dit-on. Si elle y va, nous perdrons tout. » Serafina hocha la tête, les yeux brillants de fureur. « Il faut l'en empêcher. » Mais comment? Elle est trop pure pour être salie par la rumeur. Thalia, silencieuse jusqu'alors, afficha un sourire sinistre. La rumeur est lente. L'action est rapide. Si elle ne peut pas se rendre au bal, elle ne représentera plus un danger. Leur plan, né de la jalousie la plus noire, commença à prendre forme. Elles décidèrent d'une stratégie insidieuse, la ruse avant la force. Elles devaient d'abord gagner la confiance d'Elara, pour mieux la briser. L'étoile, dans sa naïveté et son désir ardent d'amitié, ne se doutait pas que l'éclat de son destin était sur le point d'attirer une ombre mortelle. Le bal du Saphir Royal approchait, et avec lui, le jour où la jalousie allait se transformer en trahison. Le plan de Lysandra se déroula avec une précision chirurgicale. Les jours précédant le bal du Saphir Royal, le trio opéra une transformation radicale de leur comportement envers Elara. Les moqueries cessèrent, remplacées par des sourires forcés et des marques d'attention feintes. Lysandra, la plus douée pour la comédie, s'approcha d'Elara avec une expression de repentir calculée. « Elara » commença-t-elle, sa voix douce comme du miel. « Nous avons été terriblement injustes avec toi. La vérité est que ta beauté nous intimide, et nous avons réagi avec une jalousie stupide. Mais le bal approche, et nous avons besoin de ton aide. » Elara, dont le cœur était naturellement enclin à la bonté et au pardon, fut touchée par cette apparente sincérité.
Elle avait toujours désiré l'amitié, et l'idée que ses filles, si populaires et si éloignées, puissent la considérer comme une égale, lui réchauffa l'âme. Elle accepta leurs excuses avec une humilité qui désarmait même la cruauté de Serafina. Le prétexte choisi par Lysandra était d'une ingéniosité perverse. Elle prétendit qu'une ancienne tradition exigeait que les prétendantes au prince cueillent, la veille du bal, une fleur rare, l'orchidée de lune, qui ne poussait qu'au cœur de la forêt des Murmures, un lieu réputé dangereux. C'est un test de courage et de pureté, expliqua Lysandra, les yeux brillants de fausse camaraderie. Nous avons peur d'y aller seuls, mais avec toi, l'étoile, nous nous sentirions en sécurité. Et tu mérites plus que quiconque de te présenter au prince avec cette fleur. Et Lara, voyant là une quête noble et un signe de confiance, accepta sans hésiter. Le lendemain, à l'aube, les 4 jeunes femmes s'enfoncèrent dans la forêt. Et Lara marchait devant, son cœur rempli d'une joie simple et nouvelle. Elle ne voyait pas les regards échangés derrière son dos, ni le sourire froid de Thalia, qui portait une lourde pelle dissimulée sous un châle. Elles marchèrent longtemps, jusqu'à un endroit isolé, une clairière ombragée, loin des sentiers battus. Lysandra s'arrêta, pointant du doigt un endroit précis. L'orchidée de lune doit être juste là. Et Lara. Mais le sol est meuble, fais attention. Et Lara s'approcha, cherchant la fleur mythique. C'est à cet instant précis que le masque tomba. Lysandra et Serafina la saisirent brutalement, tandis que Thalia, avec une force inattendue, la poussa vers un trou dissimulé sous un tapis de feuilles mortes. Et Lara comprit l'horreur de la trahison dans l'instant où elle sentit le vide sous ses pieds. Le cri qui lui échappa fut étouffé par la chute. Elle atterrit lourdement au fond de la fosse, une ancienne excavation de mine dissimulée, se blessant la jambe contre une pierre acérée. Les 3 filles se penchèrent au bord du trou, leur visage déformé par une haine glaciale. L'étoile ne brillera pas ce soir, siffla Lysandra. Toute trace de douceur disparut. Reste ici, et Lara. C'est ta place, loin de la lumière que tu nous voles. Serafina cracha. Tu n'es qu'une paysanne. Le prince ne regardera jamais une créature couverte de terre. Thalia, sans un mot, commença à jeter des poignées de terre et de branchages dans la fosse, scellant le piège. Puis, convaincues d'avoir éteint l'éclat de leur rivale, elles se détournèrent, riant d'un rire sec et triomphant. Le silence qui suivit leur départ fut plus assourdissant que le bruit de la chute. Et Lara était piégée, le corps endolori, la jambe saignante, mais l'âme plus meurtrie encore par la violence de la trahison. Elle tenta de se hisser, mais la fosse était trop profonde, les parois trop lisses. Le désespoir, froid et lourd, commença à l'étreindre. Elle pensa à ses parents, à la honte qu'ils ressentiraient de son absence, à la fin de tous ses rêves. Pourtant, au plus profond de cette obscurité, une étincelle de sa nature résiliente refusa de s'éteindre. Elle n'était pas l'étoile pour rien. Elle se rappela les paroles de son père. Même la plus petite lumière peut percer la nuit la plus noire. Elle rassembla ses forces et malgré la douleur lancinante, elle commença à appeler à l'aide. Ses appels étaient faibles, des murmures à peine audibles, mais ils étaient portés par la force brute de la volonté de survivre. À quelques lieues de là, le garde forestier Kael patrouillait. Kael n'était pas un homme de la cour. Ancien soldat, il avait choisi la solitude des bois après avoir été dégoûté par les intrigues et la superficialité de la capitale. Il était connu pour son ouïe fine et son sens aigu de la justice. Alors qu'il passait près de la lisière de la forêt des Murmures, un son étrange, un gémissement faible, attira son attention. Il s'arrêta, écouta, et son instinct lui cria que ce n'était pas le cri d'un animal. Il s'approcha prudemment, le cœur serré par une intuition sombre. Il découvrit la fosse, à peine visible, et entendit le faible appel. « À l'aide, s'il vous plaît !» Kael se précipita, dégagea les branchages et vit Lara, son visage pâle et couvert de larmes, mais ses yeux toujours brillants d'une lueur d'espoir. Il descendit une corde qu'il portait toujours sur lui et, avec une douceur et une force étonnantes, parvint à la hisser hors du trou. Et Lara s'effondra dans ses bras, le choc et la douleur la submergeant. Kael examina sa blessure et comprit immédiatement la gravité de la situation. Mais plus que la blessure physique, c'était l'histoire qu'elle lui raconta, entre 2 sanglots, qui le frappa. La trahison, la fosse, le bal du saphir royal. Elles sont parties au palais, murmura Elara, la voix brisée. Elles pensent que je suis morte ou piégée.
Kaël, dont le cœur s'était endurci contre la noblesse, fut touché par la pureté de cette jeune femme et la cruauté inouïe de ses rivales. Il prit une décision audacieuse, une décision qui allait changer le cours du destin d'Eldoria. « Nous n'irons pas chez vous, Elara, déclara-t-il, la soulevant avec précaution. Nous irons au palais. Le bal du saphir royal est le lieu où la vérité doit éclater. Le prince Valrius cherche une épouse, mais le roi Théron cherche la justice. Et ce soir, la justice sera rendue. » Malgré sa douleur, Elara sentit une force nouvelle l'envahir. Elle se laissa porter par Kaël, le garde forestier, vers la capitale, vers le palais, vers le lieu de sa plus grande humiliation, et peut-être de son triomphe. Le destin, sous la forme d'un homme droit et d'une volonté inébranlable, était en marche. Le bal du saphir royal battait son plein. Les lustres de cristal du grand salon du palais d'Eldoria projetaient des milliers d'éclats sur les robes de soie et les uniformes brodés. L'air était saturé du parfum des fleurs rares et des murmures de la haute société. Au centre de cette effervescence, le prince Valrius, d'une élégance réservée, observait la foule avec une lassitude à peine dissimulée. Il cherchait une étincelle, une âme, au milieu de cette mer de perfection artificielle. Lysandra, Serafina et Thalia, drapées dans leurs plus belles parures, rayonnaient d'une fausse assurance. Elles se pavanaient, savourant leur triomphe secret. Lysandra, en particulier, se tenait près du prince, utilisant tout son charme calculé pour attirer son attention. Elles étaient convaincues que leur crime était parfait, enterré sous la terre et le silence de la forêt. Soudain, un murmure parcourut la salle, se transformant rapidement en un silence stupéfait. Les portes massives du grand salon s'ouvrirent, révélant une scène qui déchira le voile de l'illusion. Kaël, le garde forestier, entra, portant dans ses bras une silhouette frêle. C'était Elara. Elle était couverte de terre et de boue, sa robe de lin déchirée, son visage pâle et marqué par la douleur et la peur. Mais malgré la saleté et la blessure, l'éclat de ses yeux, l'étoile, brillait d'une intensité poignante, contrastant violemment avec le luxe ostentatoire de la salle. Kaël, d'une démarche résolue, traversa la foule pétrifiée et s'agenouilla devant le trône où siégeait le roi Théron. Il déposa Elara avec précaution et se redressa, sa présence brute et honnête dominant l'atmosphère. « Majesté, dit Kaël, sa voix résonnant dans le silence. Je vous apporte la vérité, arrachée à la terre et à la cruauté. » Le roi Théron, un homme dont la sagesse n'avait d'égal que sa justice, ordonna que l'on s'occupe d'Elara, mais il insista pour entendre le récit immédiatement. Kaël raconta alors l'histoire, sans fioriture ni exagération. La découverte de la fosse, les appels faibles, l'état d'Elara, et le récit de la trahison. Chaque mot était un coup de marteau qui brisait l'image de perfection que les trois rivales s'étaient construites. Lysandra, Serafina et Thalia, figées, tentèrent d'abord de nier. « Mensonge !» s'écria Lysandra, son visage se décomposant. « Cette femme est folle, elle cherche à se venger de notre refus de l'aider. » Mais Elara, malgré sa faiblesse, leva les yeux vers le prince Valrius. Elle ne pleurait plus. Sa voix, douce mais ferme, s'éleva. « Prince Valrius, je ne suis pas venue pour me venger, mais pour témoigner de ce que la jalousie peut engendrer. Elles m'ont attiré avec la promesse d'amitié, m'ont jeté dans le noir pour m'empêcher de me présenter à vous. Elles ont confondu la beauté avec le droit, et la cruauté avec la stratégie. » Le contraste était saisissant. D'un côté, les trois filles, leurs visages désormais déformés par la panique et la haine, leurs robes somptueuses ne parvenant plus à masquer la laideur de leur âme. De l'autre, Elara, blessée, humble, mais dont la dignité et l'authenticité irradiaient, faisant pâlir l'éclat de tous les saphirs de la salle. Le prince Valrius, qui avait écouté l'histoire avec une attention croissante, s'approcha d'Elara. Il ne vit pas la boue, ni la robe déchirée. Il vit la résilience dans ses yeux, la bonté qui avait pardonné trop facilement, et la force d'âme qui l'avait poussé à venir au palais malgré sa blessure. Il avait passé la soirée à chercher l'authenticité, et elle venait de faire irruption, littéralement, dans sa vie. Le roi Théron, après avoir interrogé Kaël et les quelques témoins qui avaient vu les 4 filles partir ensemble, rendit son jugement. Il n'y avait plus de place pour le doute. Lysandra, Serafina, Thalia, tonna le roi, sa voix emplie d'une colère froide. Votre jalousie vous a mené à un acte de cruauté inqualifiable. Vous avez déshonoré vos familles et le royaume.
La justice d'Eldoria sera implacable. Le prince Valrius s'agenouilla alors devant Elara, ignorant les murmures choqués de la cour. Il prit délicatement sa main blessée. « J'ai cherché une épouse, dit-il, ses yeux fixés sur les siens. J'ai cherché la beauté, la grâce, l'esprit. Mais ce soir, j'ai trouvé bien plus. J'ai trouvé le courage, la résilience et l'authenticité. Je ne choisirai pas une reine qui se pare d'artifice, mais une femme dont la lumière ne peut être éteinte, même par la trahison. » Il se tourna vers son père et la cour. « Mon choix est fait. Je choisis Elara, l'étoile, pour être mon épouse et la future reine d'Eldoria. » Le silence fut total, puis une vague d'applaudissements, mêlée de quelques soupirs de déception, submergea la salle. Le destin avait basculé. La jalousie avait échoué. Et la vraie beauté, celle du cœur, venait de triompher. La nuit du bal du Saphir royal s'acheva non par une danse, mais par un jugement. Le roi Térone, fidèle à sa réputation de monarque juste, prononça la sentence. Lysandra, Serafina et Thalia furent immédiatement arrêtés. Leur punition fut double, la déchéance sociale et l'exil. Leurs familles, humiliées par la cruauté de leurs filles, perdirent leurs titres et leurs privilèges. Elles furent bannies d'Étel et du royaume d'Eldoria, condamnées à vivre dans l'ombre qu'elles avaient tenté d'imposer à Elara. La jalousie, cette flamme dévorante, avait fini par consumer ses propres maîtresses. Quant à Elara, elle fut immédiatement prise en charge par les médecins du palais. Sa blessure à la jambe était sérieuse, mais son cœur, enfin libéré du poids de l'isolement et de la trahison, commençait à guérir. Le prince Valrius ne la quitta pas, veillant sur elle avec une tendresse et une sincérité qui touchèrent toute la cour. Il avait choisi une reine, non pour son rang, mais pour son âme. Le lendemain matin, la première chose qu'Elara demanda fut de revoir ses parents. Le prince Valrius, comprenant l'importance de ce lien, envoya une escorte royale pour les ramener au palais. Les retrouvailles furent un moment d'une émotion déchirante. Ses parents, le cœur brisé par son absence et la rumeur de sa disparition, s'effondrèrent en larmes en la voyant, non pas dans leur humble demeure, mais dans les appartements royaux, veillés par le prince lui-même. « Ma fille, mon étoile » murmura son père, serrant sa main. Elara, les larmes aux yeux, leur raconta tout, de la fausse amitié à la fausse, et enfin, au salut. Elle leur présenta le prince Valrius, non comme son futur époux, mais comme l'homme qui avait vu au-delà de la beauté, et qui avait choisi la bonté. Le mariage fut célébré quelques semaines plus tard, après qu'Elara eut complètement récupéré. Ce ne fut pas une cérémonie ostentatoire, mais une célébration de l'authenticité et de la résilience. Elara, la simple tisserande, devint la reine Elara d'Eldoria. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Son règne fut marqué par une compassion profonde pour les humbles et une justice implacable contre l'hypocrisie et la cruauté. Elle fit de Kael, le garde forestier, son conseiller personnel, un symbole que la droiture et le courage étaient les plus nobles des titres. Le destin d'Elara, que la jalousie avait tenté d'enterrer, s'était accompli de la manière la plus éclatante. Elle avait appris que la vraie beauté n'est pas une parure, mais une force intérieure, capable de survivre aux ténèbres les plus profondes. Elle avait prouvé que l'éclat de l'étoile ne pouvait être éteint, mais seulement temporairement voilé. L'histoire d'Elara, l'étoile déchue qui devint reine, fut racontée à travers tout Eldoria, non comme un conte de fées, mais comme une leçon de vie. La jalousie est un poison qui détruit celui qui le porte, tandis que la bonté et la résilience sont les véritables chemins vers la lumière et l'accomplissement. Et ainsi, l'étoile brilla plus fort que jamais, illuminant le royaume d'Eldoria d'une lumière nouvelle, celle de la vérité et de l'amour véritable.